Ok, donc bienvenue à toutes et à tous pour cette émission ce soir aujourd'hui qui sera consacrée à l'un des plus grands mystères aérospatiaux français, le triangle de la Burle. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège ou l'honneur de recevoir deux auteurs, deux enquêteurs infatigables et très pertinents et très rigoureux, à savoir Pierre-Antoine Courouble et Marilyn Elk. Alors vous avez tous deux mené un travail que je qualifierais de titanesque et de très rigoureux sur des crashs d'aéronefs et des observations d'OVNI dans une région très spécifique que tu vas aussi nous définir plus tard, Marilyn. Alors, votre enquête qui s'appuie à la fois sur des données inédites, un travail statistique rigoureux a donné naissance à deux ouvrages. Alors, pour l'instant, à savoir dossier numéro un, les crashs, et aussi un livret de statistiques liées aussi à des observations à la fois d'OVNI et de crash avérés dans cette région. Et pour 2025, vous allez sortir un autre livre, de ce numéro 2, qui lui sera consacré au pan. Donc, bienvenue à vous deux, mes amis, hein, Antoine et puis Marilyn. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots, premièrement? Alors, bonjour Johan, bonjour à tous. Donc, je suis Marilyn Elk. Je suis infirmière de profession et j'ai une passion depuis toujours, c'est le paranormal et l'ufologie. Je suis de nature curieuse, donc dès que j'ai l'occasion, je parcours le monde à la recherche de témoignages. Voilà. Et je fais plein d'autres choses. J'aime la vie, j'ai plein de passions. C'est super ça. Ok. Toi, Pierre-Antoine ou Antoine, on va s'appeler. Alors, bonjour, merci Johan pour ton invitation. Alors moi, c'est un concours de circonstances qui m'a amené à m'intéresser à l'ufologie. De base, je n'étais pas porté là-dessus. J'étais plutôt sur la philosophie, l'histoire, la spiritualité aussi, qui a été une quête chez moi. Et puis, un concours de circonstances qu'on évoquera peut-être, qui est lié à Jean-Claude Bourret, à la bête du Gévaudan, m'a amené à rencontrer Dana Scully et à découvrir qu'en fait, la question de l'ufologie, en fait, pouvait être beaucoup plus profonde que ce que je pensais. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer des tas de gens grâce à elle, et encore récemment, là, il y a quelques jours, où il y avait un panel d'énergéticiens européens et plus, et où j'ai découvert qu'effectivement, les préoccupations, les réflexions touchaient autant à la philosophie qu'à la spiritualité autour de cette question des ovnis. Et donc, depuis, je m'amuse, je me régale. Alors, j'ai ça de commun avec Marilyn, je suis aussi un peu un touche-à-tout. J'aime la vidéo, j'aime le théâtre, le cinéma, je suis un agitateur culturel. Depuis 1960, date de ma naissance où j'ai poussé mon premier cri. D'accord. C'était un cri de rébellion, sûrement, on va dire, non? Sûrement, sûrement. J'aime les rebelles. J'aime les D'accord, rebelles et ok. les divergents. Eh ben, disons, ça fait comme tu disais, Dana Scully et puis Fox Mulder, mais dans des rôles inversés, on va dire, hein, quelque part. Non, oui, je vois très bien voilà, quoi. Mais franchement, alors, on va revenir sur le livre ensuite, mais bon, ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est important. Donc, Marilyn, alors, la jeunesse de ce travail qui est important, hein. Alors, c'est un témoignage familial qui t'a mis sur cette piste, en fait, du triangle de la Burle. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire fondatrice ou alors familiale ou personnelle? Oui, alors il faut savoir, comme je le disais, que je m'intéresse aux phénomènes paranormaux depuis que je suis toute petite. J'ai été particulièrement fascinée par le phénomène OVNI. Je vis depuis toujours sur la zone du triangle de la Burle, donc qui nous intéresse aujourd'hui. J'en entends parler depuis toute petite, depuis mon enfance, presque comme une légende locale, omniprésente. Et il se trouve que mon grand-père maternel a été un acteur direct de cette histoire. Il est considéré Oui, comme le tout premier témoin d'une observation d'OVNI dans le triangle de la Burle. Il a vécu une rencontre rapprochée du deuxième type le 15 avril 1930, donc ça 130. date, hein, voilà, à Montréal en Ardèche. Et ce témoignage est particulièrement marquant car il inclut plusieurs éléments caractéristiques du phénomène OVNI. Dans ce cas, on a un témoin adjacent, on a des traces au sol qui sont alléguées, bien sûr, vu l'époque. Un épisode de Missing Time aussi, c'est intéressant pour l'époque déjà. Alors, j'ai D'accord. grandi. Donc là,
dans Non, est-ce cette qu'on voit ton grand-père, je pense. C'est ça? Comment? Est-ce qu'on voit la photo de ton grand-père? Je le vois pas. Oui, enfin Ouais, Ah, bon, voilà. oui. enfin bref. Voilà. Et donc, j'ai grandi dans cet univers. Et déjà, à 14 ans, je menais ma première étude, entre guillemets, sur l'ufologie, puisqu'à l'époque, j'ai organisé un sondage au sein de mon collège. J'ai demandé à tous les élèves s'ils croyaient aux ovnis. Et alors, 58% de mes camarades croyaient aux ovnis à l'époque. Quelle année? J'avais 14 ans, c'est 92, je crois, ou 91. D'accord. Voilà, Ah oui, d'accord. ouais, déjà. Et en parallèle, je récoltais tous les documents que je retrouvais, les articles, etc., sur le triangle de la Burle. Ensuite, des enquêteurs sont venus enquêter sur le témoignage de mon grand-père et ils m'ont mis devant la caméra pour l'interviewer. Et là, ça a été une révélation. J'ai adoré ça. Et après, j'ai continué, donc je continue encore. J'aime bien voilà, enquêter, aller questionner les témoins, les filmer, partager leurs témoignages. Voilà. Et puis j'ai été témoin également. Donc tout ça, bah, ça a contribué à. C'est comme ça que ça a commencé pour moi, en fait. D'accord. Alors, hier, tu m'as partagé un document important, c'est-à-dire le témoignage audio de ton grand-père et son témoignage, hein, voilà, de cette rencontre qu'il a faite en 1930. Je précise, hein, ce n'est pas 47, ni 50, ni 60, c'est 1930. D'accord? Donc, Oui. voilà pourquoi cette enquête est pour moi intéressante et très importante. Donc, dans l'article qui va apparaître à la suite de cette interview, il y aura forcément le témoignage de ton grand-père, hein. Je mettrai aussi des photos et puis toutes ces choses qui pourront compléter aussi ce qu'on va dire aussi dans cette interview. Alors, Antoine ou Pierre-Antoine, alors, toi, qu'est-ce qui t'a Oui. convaincu de creuser dans cette affaire? Comment tu t'es retrouvé impliqué dans cette enquête, en fait? Alors, à la base, j'étais en relation avec Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, j'avais eu l'occasion de l'interviewer Salut au salon Jean-Claude. parce que je m'occupe des auteurs ardéchois, l'association des auteurs ardéchois, et on organise des salons, dont notamment le salon d'Aubenas. Et donc, comme cela, je me suis retrouvé à la fois à faire connaissance avec Jean-Claude Bourret et puis également avec un ami de Marilyn qui est Thierry Jamin. C'était en même période où j'ai pu interviewer les deux. Et Thierry Jamin, les momies non humaines de Nazca. Et avec Jean-Claude Bourret, il avait sorti un ouvrage sur la bête du Gévaudan. J'étais pas d'accord avec lui et il m'a dit: oh mon pauvre ami, tu es une nouvelle victime de la bête du Gévaudan. Ton imagination était Oui. morbide et te voilà parti par monts et forêts. J'ai dit: écoute, peut-être Jean-Claude, mais moi ton explication ne me satisfait pas, donc je vais écrire un livre sur le sujet en balayant toutes les pistes possibles autour de sa fin. Il m'a dit: très bonne idée. Et donc j'ai écrit le procès de la bête du Gévaudan, qui permet au lecteur d'avoir une bonne vision de la complexité du dossier et de prononcer lui-même son propre verdict. Et quand ce livre est sorti, Préface de Jean-Claude Bourret, un éditeur est venu me voir, je me souviens, je l'ai dédicacé à la FNAC d'Aubenas, et m'a proposé, m'a dit: ah, j'ai adoré ton livre sur la bête du Gévaudan, si tu pouvais faire un travail d'enquête comme ça, un dossier, il a insisté sur le mot dossier, sur le triangle de la Burle, parce que lui-même avait été témoin. Donc, bon, moi j'étais de base passionné par l'Ardèche. Il faut savoir que je suis amoureux de l'Ardèche. J'en suis pas C'est originaire à la normal. différence de Marilyn, mais je suis du Nord, je suis de Schnorr. Hein. Mais en Ardèche, je me suis toujours trouvé mieux. Je me sentais mieux, plus proche de moi-même sûrement. Donc, j'adore l'Ardèche, j'adore l'aéronautique. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur l'aviation, l'histoire de l'aéronautique. Donc, voilà. Et enfin, les mystères. J'ai écrit plusieurs ouvrages ayant trait à différents mystères. Donc là, c'était touché coulé. J'ai dit: ok, top là, je vais me lancer dans cette aventure. Sauf que je n'y connaissais rien. Donc, je n'avais aucun contact sur le sujet. Par chance, je vais rencontrer des personnes sur mon chemin qui vont grandement m'aider. Jean Chenel, qui est un géobiologue qui va m'ouvrir plusieurs portes. Un voisin, de pas loin de chez moi, Bruno Mazzocchi, qui était dans l'ufologie depuis très longtemps, qui va aussi me donner des clés précieuses. Et puis, le hasard va faire que je vais rencontrer Marilyn. Et alors, Marilyn, là, tout de suite, ça a été un sésame, ouvre-toi, de plein de possibilités et d'investigation et d'enquête.
Et alors moi, ce qui m'a convaincu, c'est le contact des témoins. Quand tu rencontres des témoins qui ont de la bouteille, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui vous rapportent ce qu'ils ont vu, alors là, je peux vous dire, toutes les photos, les vidéos que vous pouvez voir sur Internet, c'est pipi de chat. Moi, les témoignages vécus, et on en a eu encore récemment la semaine dernière, ça m'a bluffé. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Exactement. Donc, oui, on va en parler tout à l'heure. Alors, moi, enfin, cette question, elle est aussi pour toi aussi, Marilyn. Alors, quand est-ce que tu as compris que ce n'était pas une série d'accidents isolés, mais un phénomène global? Alors, on va peut-être définir un petit peu ce que c'est le triangle de la Burle dans cette question. Ben, écoute, quand on a regroupé tous les témoignages, que ce soit des crashs, des observations d'OVNI, quand on a fait le tri, on a eu le vertige du nombre. C'est-à-dire qu'à partir de sources sérieuses, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre anormal de crashs et d'observations d'OVNI. Alors, si tu es d'accord, Johan, on va prendre un moment pour délimiter cette zone du triangle de la Burle et expliquer aux internautes d'où vient cette appellation. Alors, il faut d'abord préciser que dans les publications sur le sujet, on retrouve de multiples triangles. Pour délimiter la zone, nous sommes partis sur des données globales statistiques. Ouais, où nous avons recensé tous les crashs et les observations d'OVNI. Et petit à petit, nous avons recentré notre étude sur une zone qui est géographique où ces manifestations semblaient particulièrement concentrées. Et donc, par rapport à cette appellation de triangle de la Burle, c'est Jean Perrat, qui est un auteur ardéchois. Altigérien, donc pas ardéchois. Même pas de la Loire, je crois. Enfin, bon, bref, du triangle. Dans la zone. Qui est le premier lanceur d'alerte de l'histoire, puisque c'est lui qui publie le premier ouvrage sur le sujet en 1987. C'est Le triangle de la Burle, Bermude en Cévennes. Donc déjà, il plante le décor. Alors ce titre fait référence au best-seller de Charles Berlitz sur le triangle des Bermudes, bien sûr. La Burle, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom d'un vent du nord glacial, accompagné de neige qui souffle violemment sur les hauts plateaux ardéchois et du Velay. Et c'est un vent qui est redoutable parce qu'il désoriente, il brouille tous les repères. Voilà, quand vous vous retrouvez dans la Burle, vous êtes perdu. Il y a danger de mort. Il y a danger de mort. Il y a eu beaucoup de morts avec. Alors, pour ce qui est de sa délimitation, je vais vous donner les grandes lignes géographiques que nous avons retenu avec Pierre-Antoine. Donc, au nord, on a Saint-Étienne avec le massif du Pilat. À l'est, Valence avec le sillon rhodanien. Au sud, nous avons Alès avec les Cévennes gardoises. Et à l'ouest, le Puy-en-Velay avec les monts du Velay, du même nom. Alors, ce n'est pas un triangle, mais nous avons choisi de conserver cette appellation parce que la zone était connue ainsi. C'est rentré dans le langage courant. C'est une zone de 7000 km², dont le centre est l'Ardèche, et qui déborde sur les départements limitrophes, qui sont la Loire, la Haute-Loire, le Gard, la Lozère, et qu'est-ce que j'ai oublié? Le Gard, la Drôme, voilà, et la Drôme, voilà. Alors, ce qui est important de dire, Johan, c'est que tout à l'heure, j'ai cité 2 noms ou 3. Il y en a un très important qui a été déterminant dans notre travail d'investigation. C'est un ingénieur à Grenoble, sans mauvais jeu de mots, c'est un ingénieur informaticien qui est ufologue dans l'âme et d'expérience, qui a écrit des ouvrages là-dessus, et qui est Denis Alarcon. Et Denis Alarcon nous a aidé grandement à faire ce travail statistique pour définir une zone qui, effectivement, n'est pas un triangle, mais est une zone géographique au contour un peu indéfini, ce qui est normal. Et c'est la statistique qui nous a permis de définir cette zone, c'est-à-dire le nombre d'accidents sur l'ensemble de la France et la réalité de ce qui se passe là, où on a un taux d'accidentologie au kilomètre carré qui est 200 fois supérieur à l'équivalent à des territoires comparables dans l'hémisphère nord. Donc là, il y a une anomalie.
Alors, moi, justement, lorsque j'ai reçu les statistiques, ce dossier que j'ai lu et relu plusieurs fois, hein, parce que même moi, ça m'a frappé, ça m'a vraiment percuté quand j'ai lu ce dossier. Alors, à savoir que on parle souvent de cas étrangers aux États-Unis, etc., mais là où on est face à quelque chose qui est énorme. Alors, vous avez compilé 167 cas de crash d'aéronefs conventionnels. Enfin, Il y en a même mais plus, il y en qu'est-ce a qui. 175. 175 crashs et accidents aériens hors fait de guerre. Depuis cette année. Ouais. C'est-à-dire que Depuis cette année, d'accord. 1865 jusqu'à début de l'année 2025, on en a répertorié 175, ce qui est énorme. Et Alors, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans ces données, en fait? Comment? Comment? Qu'est-ce qui vous a frappé dans les données, comme moi? Ben, leur nombre, déjà, le fait Ouais. qu'il y ait des accidents d'avion en cascade, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a des lieux où il y en a plein. Par exemple, à Saint-Agrève, on en décompte 6 qui surviennent dans un même territoire géographique où le territoire, franchement, il n'y a pas de grandes difficultés en termes de relief. Ensuite, on a le secteur de Saint-Vincent-de-Barès où on en dénombre au total 7, avec un record de 49 victimes, parmi lesquelles la sœur de John Fitzgerald Kennedy. On a le secteur d'Albon aussi avec 10 crashs et on a aussi… Le record, c'est au Pilat. Le Pilat, ouais, où il y en a 13. au Pilat, 13 crashs. Mais alors, ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'on a des avions de chasse qui se percutent et des fois plusieurs. On a par exemple, j'ai des chiffres là, le 31 décembre 1964, on a 2 chasseurs à réaction. Le 18 mars 1968, on en a 2 autres. Le 21 novembre 1969, encore 2. Le 20 mai 1987, c'est 3 avions de chasse qui s'écrasent. Le 8 septembre, 2 monomoteurs en même temps. Donc ça, c'est incroyable. Alors oui, d'autant plus que ça touche à la fois les aviations civiles, mais aussi l'aviation militaire. Ouais. Donc bon, on pourrait dire que c'est lié à quelquefois des erreurs de pilotage, etc. Mais bon, face à l'expérience des… Oui. Alors, il y a des cas qui sont quand même terribles, comme tu viens de dire, hein. Mais aussi, il y a ce qu'on pourrait appeler des cas qui sont encore plus énigmatiques, encore plus terribles, ce qu'on pourrait appeler… Alors, ceux qui ont de l'expérience dans l'ufologie vont me comprendre, ce qu'on appelle les crashs de rien. Alors, de quoi s'agit-il? On a des crashs de rien et des avions fantômes sur le triangle de la Bure. Les crashs de rien, eh bien, c'est les témoins voient un aéronef connu, hein, ça peut être un ULM, ça peut être un hélicoptère, un dirigeable. On a même un cas d'un parachute. Parfois, on entend une déflagration, on voit un panache de fumée, des fois, on entend l'avion qui a dératé, ou il a un comportement bizarre, c'est-à-dire qu'il est immobile et puis tout d'un coup, il bouge, il n'y a pas de son, et puis tout d'un coup, il y a du son. Et donc, cet aéronef semble être en difficulté et finit par s'écraser au sol. Les secours sont alertés, il y a des recherches qui s'organisent. Souvent, le plan SATER est déclenché, c'est le plan de sauvetage aéroterrestre. Et là, aucune épave ni aucun débris ne sont retrouvés, aucun appareil n'est porté et aucun passager n'est porté disparu. Donc c'est très étrange. Des fois, il y a même de la neige, il n'y a aucune trace. Il y a souvent plusieurs témoins, parfois même des gendarmes. Et donc, on retrouve ces crashs de rien partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'on a une concentration quand même assez importante sur la zone du triangle de la Bure. On a quand même 5 crashs de rien et 3 avions fantômes en ce qui concerne le triangle de la Bure. D'accord, c'est quand même très troublant, hein. Ça peut nous rappeler certains cas comme en Scandinavie avec les fusées fantômes ou ce genre de choses, hein. Donc voilà, quoi. Ça ne se passe pas que hors des frontières de la France, qui est un hotspot des manifestations de ce genre. Voilà. Mais là, on a plus de concentration de crash d'OVNI qu'ailleurs en France. Alors, par rapport à ces crashs de rien, alors, il y a eu des témoins, bien sûr, tu viens de le dire, hein, des traces radar parfois et souvent, comme tu disais, des panaches de fumée, et puis rien. Et ça, c'est quand même assez curieux. Alors, quelle hypothèse peut-on envisager par rapport à ça? Il peut y en avoir plusieurs, hein. Ça peut être des avions qui viennent d'une autre dimension, qui viennent du passé, du futur. Ça peut être des hantises, ça peut être du mimétisme OVNI aussi. Et tu veux parler de l'écluse? Alors oui, bon, avec le travail qu'a fait Marilyn sur le Dogman, qui est
qui donne des éléments d'observation qui rappellent certains phénomènes d'apparition d'ovnis. Il y a effectivement une hypothèse qu'on a développée, qui est l'hypothèse d'écluse dimensionnelle. Une écluse, c'est quoi? C'est une structure qui répond à une réalité physique, à une différence de relief, de niveau, et qui permet à des vaisseaux, à des péniches, de passer d'un plan d'altitude à un autre. À la faveur de ce passage, il peut y avoir des créatures qui passent d'une altitude à une autre, des brochets, des anguilles, enfin tout ce que tu peux imaginer comme faune aquatique. Et donc l'idée qui est mise en avant dans le livre du Dogman de Marilyn, c'est qu'il y aurait en certains endroits de la Terre, en raison du relief et de la nature vibratoire ou aspect géophysique, peut-être. Du champ magnétique, il y aurait des zones de passage privilégiées pour des vaisseaux venus d'ailleurs. Et qu'à l'occasion de ces passages, il y aurait des phénomènes connexes qui n'ont pas un rapport de cause à effet, mais enfin qui sont concomitants et qui fait que il se produit des phénomènes. Moi, les descriptions qui sont faites, les effets dose, etc., le temps qui ralentit, ça me rappelle des lectures et des témoignages que j'ai connus de témoins de la Seconde Guerre mondiale qui, à l'approche de la mort ou en grande situation de danger, sentaient le temps ralentir, mais comme dans un film, et où il peut se passer des choses étonnantes. Et je me demande dans quelle mesure, quand on est visité par des vaisseaux, s'ils existent et s'ils viennent d'ailleurs, ils ne déclenchent pas une déchirure dans notre enveloppe spatio-temporelle qui permet à des phénomènes concomitants, connexes, de se manifester. Le temps d'eux, c'est vraiment furtif. Et on croit qu'ils ont une réalité propre, mais en fait, non, ils sont juste liés à l'opportunité de quelque chose qui s'est passé, lié possiblement à un passage de vaisseau. C'est un peu comme des créatures qui se retrouveraient d'un lac de montagne et qui se retrouveraient dans la mer en prenant une écluse. Bon, elles ne vont pas vivre longtemps parce qu'elles ne sont pas destinées à vivre en milieu salin. Alors, ce qui est vrai pour des créatures biologiques qui pourraient durer quelques heures ou quelques jours, serait beaucoup plus furtif pour des réalités énergétiques issues d'une autre dimension. Enfin, ce que tu dis, c'est oui, mais c'est vraiment une réflexion qui est intéressante dans le sens où même Carl Sagan, dans un livre de fiction, avait dit que certains phénomènes aérospatiaux avaient le comportement d'organismes marins organisés. Donc, et puis il y a aussi, quand tu parlais de spiritualité, de moments un petit peu comme ça de hors du temps. Moi, je pense à l'expérience d'un mec qui s'appelle Deshimaru Sensei, qui a lancé le Zen d'ailleurs en France, qui, sous son dragueur de mine, a connu l'éveil en plein milieu de la guerre. Il était sur son dragueur de mine, et là, le temps s'arrête, des bombes tombent à côté de lui, etc. Le temps n'existe plus. Et c'est là qu'il a ce qu'on appelle le Satori dans le Zen, et il connaît une ouverture de conscience très, très profonde, ce qui lui a donné aussi ce qu'on appelle maintenant le grade de maître Zen, quoi. Voilà. Alors, le facteur environnemental semble être très important. Un roshi. Le relief. Je connais un peu parce que, si tu veux, bon, moi, je crois ni à Dieu ni à diable, mais j'assume la religion de mes ancêtres, pour raisons culturelles évidentes, mais j'ai à un moment décidé de choisir ma religion. Et j'ai choisi le bouddhisme tibétain dans un premier temps, puis après Zen Soto. Et maintenant, je suis devenu un moine solitaire. Je n'ai pas besoin d'être dans une sangha, ni d'aller, j'assume tout seul. Alors, et c'est un peu comme dans l'écologie. J'étais un militant écolo, et maintenant, je suis assez déçu de l'évolution des choses. Je me définis comme un ver solitaire. Donc, je me sens bien dans cette solitude du moignon. Alors, est-ce que j'ai touché juste, parce qu'en fait, on n'avait pas parlé de ça avant l'interview ni dans quelconque contexte, et je te parle de ça. Donc, tu vois, il y a peut-être aussi une sorte de synchronicité dans ce qu'on vient de le dire, quoi. Donc, bon, alors, pour continuer le relief, comment dire, l'aspect environnemental des choses, des expériences, le champ magnétique aussi, la météo. Est-ce que la burle, par rapport à ce vent dont on vient de parler juste avant, est une simple coïncidence dans ces apparitions En fait, les statistiques, justement, vont nous donner quelques réponses, en tout cas quelques pistes d'explication. Alors, qu'est-ce qui pourrait provoquer ces crashs? La météo
Non, pas vraiment, puisque le printemps, l'été et l'automne, on a à peu près le même nombre de crashs. En hiver, il y en a moins, mais c'est normal parce qu'il y a moins d'activités dans les aéroclubs. Le relief, on a à peu près le même nombre en basse et moyenne montagne et en plaine, donc non plus. L'heure, on a 31% la nuit, 28% en soirée, 14% le matin et 12% l'après-midi. Donc, on voit bien que le moment de la journée n'est pas d'incidence manifeste sur les crashs. La défaillance technique, eh bien, il y en a très peu finalement. L'inexpérience des pilotes, la grande majorité était expérimentée, voire très expérimentée. Ouais. Le pilote de chasse, bah oui, bien sûr. Ouais. Les vols long courrier qui volent à haute altitude ne sont pas concernés par les crashs. Pourtant, une hôtesse de l'air raconte qu'en survolant cette zone, son avion a subi une perte d'altitude soudaine. Très brutale. Ouais. Comme elle n'en avait jamais vécu. Elle a cru qu'ils allaient. Il restait quoi. Ouais. Ce qu'on appelle un trou d'air. Un trou d'air, Ouais. on rappelle. Quand on chute, Un trou d'air, c'est une bosse, comme quand tu es sur la route. Là, c'est ouais. comme si tu es sur le viaduc de Millau, et puis tout d'un coup, il y a. Voilà. Donc, et elle a cru ça, et on a eu d'autres témoignages de pilotes là, de monomoteurs qui ont eu ce phénomène-là, de coupure de moteur, et tout d'un coup, pouf, et ça repart. C'est flippant quand même. Hein. Ouais, c'est flippant. On a 10% des crashs qui sont accompagnés par des phénomènes lumineux inexplicables, observés par les témoins au sol et voire parfois par les témoins dans les avions. On a un pilote qui, en plein vol, Cyril Tondu, au moment où ses instruments de vol étaient perturbés, il est photographe professionnel, il a eu le réflexe de prendre son appareil photo et de mitrailler tout autour de l'appareil. Et c'était des photos argentiques à l'époque. Et au moment du développement, il s'est aperçu qu'il a un objet qui apparaît sur cliché. C'est intéressant. On a des photos qu'on va partager dans l'article, donc je partagerai aussi les photos dans l'article. Voilà quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une explication au sol? Peut-être. Pourquoi? Parce que c'est une terre très particulière, hein, là où il y a la zone du triangle de la Burne. C'est une terre mégalithique. On a plus de 1000 dolmens qui sont répertoriés. Il y en a bien plus qu'en Bretagne. C'est une ligne de partage des eaux. L'Atlantique et la Méditerranée. C'est une frontière climatique. Hein, on a un climat méditerranéen et continental. C'est une zone de partage de roches volcaniques et cristallines au nord avec les granites et les gneiss. C'est une terre froide. Et des roches calcaires au sud et à l'est. C'est des roches perméables. C'est une terre froide. Chaude. Chaude, pardon. Chaude. Ah oui, là, vu le climat qu'il fait en ce moment, c'est pas une terre froide, c'est clair et net. Ensuite, on a quand même 21 mines d'extraction de minerais et on a plus de 700 communes qui sont concernées par la radioactivité du radon. Voilà. C'est important. Ouais, carrément. Et on a aussi la plus grande densité de cheminées volcaniques au monde sur cette zone. Et ces canaux de sortie pourraient expliquer les ressentis. ce que les personnes ressentent sur zone, tu vois. Et le fils d'Haroun Tazieff, qui nous fait l'amitié de nous accompagner dans nos recherches, précisait que c'est un endroit où la lithosphère, c'est ça, enfin, l'écorce terrestre est la plus mince aussi, bizarrement. Oui, d'accord. Ouais. Alors c'est vraiment, oui, donc une zone à la fois très particulière dans les particularités géomagnétiques, on pourrait dire ça. Hein. Puis, oui. Donc ça, alors, vous êtes. Dans les témoignages qu'on a collectés, si tu veux, il y en a certains qui nous ont fortement impressionnés. Si on peut en parler maintenant, je ne sais pas si c'est le bon. Non, vas-y, tu peux en parler, oui. Tu vois, bon, on a collecté énormément de témoignages. Je peux te dire qu'on les a passés au tamis, hein, au crible de l'esprit critique. Je suis un fan de Kant et la critique de la raison pure, j'adore. Donc, on critique avec rationalité, sans être rationaliste. Moi, je suis quelqu'un de rationnel, mais pas rationaliste. Et
on s'est rendu compte que parfois, bien, dans les catalogues, il y en avait qui étaient, c'était Starlink, c'était l'ISS, c'était Oui. des rentrées atmosphériques diverses et variées, et où quand c'était même parfois, il y a eu des cas qu'on a pu, c'est indiqué dans le livre, qu'on a pu montrer qu'il y avait une grave méprise. Par contre, il y a des témoignages bouleversants, moi, qui m'ont scotché. Je t'en cite 2 ou 3 là, que j'ai à l'esprit. Vas-y, donc, il y en a un, chef d'entreprise, une entreprise de haute technologie, pilote privé. Il est on à ne peut pas la Valseva. citer l'entreprise, on ne citerait pas l'entreprise parce que pour des raisons, voilà quoi, mais bon. Oui, Non. Puis il veut garder l'anonymat. D'accord. Il est avec sa femme, qui est dans le monde médical, profession libérale, avec sa fille, l'amie de sa fille. Ils sont sur leur terrasse. On peut dire la commune parce qu'elle est grande, c'est Valseva. Et il voit au-dessus de la volane une soucoupe. Une soucoupe, comme il me dit, comme on en a vu dans le film Rencontre du troisième type, qui descend au-dessus de la mer. Oui, qui descend dans un silence total. Et comme souvent. Qui monte. Il dit, on ne comprend pas, on n'entendait rien, mais on entendait une mobilette qui roulait dans la ville. Et qui monte au-dessus d'un piton rocheux où il y a une antenne de télévision. Là, elle se stabilise au-dessus de l'antenne de télévision, puis elle se met à tourner sur elle-même d'une vitesse de plus en plus folle et se transformer dans une boule de lumière qui fuse à la verticale en suivant une trajectoire courbée, comme si ça suivait, tu vois, par exemple, la courbure de la Terre. Il raconte ça, ils ont été estomaqués, il appelle les gendarmes, le gendarme dit qu'est-ce que tu as bu, attends Roger, qu'est-ce que tu as bu, bon. Après, il appelle le GEPAN, bon, le GEPAN classe le truc sans suite, ça l'a rendu furieux. Et cet homme qui est très rationnel, qui est un homme de culture scientifique, depuis ce temps-là, il sait très bien qu'il y a des sujets qui sont étouffés. La semaine dernière, on était à un colloque que je te disais au début, là, qui réunissait des énergéticiens de Suisse, de Belgique, de France, de partout et même du Canada. On a fait une pièce de théâtre qui a été inventée par un ami qui est superbe sur le sujet justement extraterrestre. Et on a fait la conférence l'après-midi sur la Burle et après des questions-réponses. Dans le parterre des personnes, il y avait 47 personnes, on demande comme ça qui a été témoin en n'ayant aucun risque de confusion possible d'un phénomène ovni. Il y en avait 16-18 qui ont levé la main. Et dans le lot, 4 sur la Burle, donc des gens locaux, 4. Et parmi ces 4, il y en a un, alors celui-là, il sera dans le livre, je peux déjà vous l'annoncer, parce qu'il nous décrit être promené, c'est quelqu'un qui est un élu local, il s'est promené avec un ami sur un chemin de randonnée et il voit au-dessus d'une crête rocheuse sur le massif du Tanargue, il voit une soucoupe. Il dit couleur bronze comme les bols tibétains qui tournaient sur elle-même lentement et qui suivait la courbe de la crête des montagnes et qui s'arrêtait au niveau de chaque pic. Chaque fois qu'il y avait un pic rocheux, il se mettait à la verticale. Et là, il se mettait à tournoyer très vite et il décrivait que l'atmosphère autour devenait brumeuse, comme quand il y a la chaleur sur une route et que tu as un phénomène d'évaporation. Il y avait ce même phénomène. Et l'objet s'est déplacé comme ça 3 fois, puis après il est parti, il ne le voyait plus, plus dans ce champ de vision, mais à chaque fois il faisait une station au-dessus du sommet, comme si l'objet venait se ressourcer, se recharger de quelque chose au niveau du pic montagnard, au niveau du pic rocheux. Alors c'est une hypothèse là aussi, mais on se doute bien que s'il y a une civilisation qui a plusieurs centaines de millions d'années sur nous, s'ils viennent jusqu'à nous, c'est qu'ils ont les moyens de parcourir des années-lumière, c'est-à-dire possiblement de plier un peu l'espace-temps. Donc, il faut une énergie infinie pour ça. Et il ne doit pas se charger avec du charbon, du pétrole, ni même avec des panneaux. Donc, on suppose qu'ils accèdent à une autre forme d'énergie. C'est tout le débat qu'on pourrait avoir un jour avec toi sur Nikola Tesla et l'énergie libre, qui m'a passionné. Qui m'a passionné avant de rencontrer Marilyn. Parce que j'ai été lié à des inventeurs qui avaient mis au point des trucs assez incroyables sur l'énergie libre, l'effet Dumas, entre autres, mais bon, bref. Et donc, par rapport à ça, oui, si tu veux, oui. Quand tu as un témoignage comme ça, si tu vois, tu es bluffé. Et il y en a eu d'autres. Un militaire de carrière qui a vu un énorme vaisseau dont il a pu mesurer les dimensions. Il se lève un matin, 4 heures du matin, puis il n'entend rien. Il dit, c'est bizarre, je n'entends pas les oiseaux, je n'entends rien. D'habitude, j'entends quelque chose. Il lève la tête en l'air, c'était au niveau de Valence. Il voit un énorme vaisseau triangulaire avec 3 points lumineux qui passe au-dessus de lui dans un silence total, un silence cotonneux.
Et là, L'effet dose. on retrouve ce que disait Marilyn, cet effet dose. Après une note employée de préfecture, même scénario sur Montélimar. On a même des observations qui sont corroborées par 3 témoins. Ça, c'est extraordinaire. Notamment, on suit, suivant les villages. On suit de passage de commune en commune. Et moi, ce que je veux juste te dire, j'en termine là parce que je suis bavard. Je veux pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une qualité. On a lancé, si tu veux, un appel à témoins. Quand on s'est retrouvés, j'ai dit bah, là, on va voir, comment avoir les sources. On a éclusé tout ce qui existait, la presse notamment, une source précieuse qui était l'intégralité des journaux de Lumière dans la nuit, grâce notamment à cet ami de Rosière dont je t'ai parlé. Et puis le site de Luc Chastan. Ouais. Base OVNI France. Base OVNI France, des sites sérieux, quoi. Ouais. Et puis toute la presse, tout ce qui était écrit, il y a quand même, on a épluché la presse locale et toute la littérature qui s'était penchée sur les vagues successives. Mais on a lancé un appel à témoins. Et là, l'appel à témoins nous a stupéfaits par le retour. C'est-à-dire que les gens maintenant osent parler. Et dans le retour, alors, mon neveu me parle d'une observation qu'il a fait avec sa femme, avec leur fils, en Sud-Ardèche, sur une passerelle au-dessus de la Beaume qu'ils avaient traversée. Mon frère n'est pas au courant. Ils n'avaient jamais osé en parler en dehors de cette fois-là, suite à l'appel à témoins qu'on a fait. Pour te dire que maintenant, les gens osent parler. Avant, ils n'osaient pas parler. Et des témoignages, je pense qu'il y en a beaucoup. Longtemps, ça a été considéré comme un sujet tabou. Il y avait une omerta bonne loi, quoi, tu vois. C'était le sujet que systématiquement on tournait en ridicule ou on te faisait passer pour un fou. Maintenant, bah, les temps changent. C'est pas plus mal. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'observations lors de témoignages qui ont été omis parce que les gens, à un moment, ne parlaient pas, justement. Bien sûr. Ce qu'on appelle ils recherchent à appeler ça le truc à bas bruit. C'est-à-dire que bas bruit, c'est des secrets de famille, c'est des. Ça aurait pu être le cas aussi avec mon grand-père. Parce que dans ma famille, tout le monde tournait ça en ridicule. J'étais la seule à le croire et voilà. Donc, combien de témoignages ont été tus et sont perdus, quoi. Bah, c'est comme autour de moi, enfin, dans ma famille ou lors chez mes proches, dès que j'ai commencé à témoigner ce genre de choses, que j'ai fait ce genre de job actuellement, ils m'ont dit bon, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Il fallait me le dire plus tôt, j'aurais eu l'air moins con. Bon, voilà quoi. Alors, on parle là donc de plus de 311 cas, donc c'est maintenant monté à, comme tu me disais juste avant. Il y a quel genre de typologie d'objets se dégage de ce corpus en fait? Donc il y a des soucoupes, il y a des. La majorité des cas, c'est des objets qui sont lointains et lumineux. On compte pas mal de rencontres rapprochées. Hein. Il y en a 47, dont 23 en Ardèche. On a 15 cas de rencontres rapprochées du premier type. On a 23 de rencontres rapprochées du deuxième type, 4 de RR3 et 3 RR4. Alors, on remarque quand même qu'il y a de moins en moins de rencontres rapprochées. Il y a beaucoup d'objets lointains lumineux ces derniers temps. Alors, les observations se produisent majoritairement en soirée ou la nuit. La durée est souvent courte, c'est-à-dire qu'on a 41,07% des cas qui durent entre 1 et 15 minutes. On a 27,68% qui durent moins d'1 minute. La plupart des observations sont faites à plusieurs témoins. Dans 80% des cas, on a un seul OVNI qui est observé. Près de 42% des observations rapportent un OVNI à faible altitude. On recense également 3 cas avec un seul ufonaute, 2 cas avec 2 ufonautes et 1 cas avec 3 ufonautes. Les photos et les vidéos, il n'y en a pas beaucoup et on a quelques photos surprises. Voilà. Comme dans la plupart des cas, en fait. Hein. Donc, Après, on pourrait dire que dans certains objets, ils semblent réagir aux avions. Il y a peut-être des interactions, alors, provoquer des pannes, des comportements étranges. Hein, et est-ce qu'il y a des cas qui relèvent d'interactions directes? Alors moi, je ne peux pas répondre parce que j'ai lu des statistiques,
Mais je voulais laisser répondre à ma place, parce que c'est vous qui avez fait le taf. Ben, écoute, on a quelques pilotes d'aéroclub, il faut quand même dire que ce n'est pas la majorité, hein, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Quelques pilotes d'aéroclub, 4 qui ont reconnu avoir survolé la zone, notamment du côté du Mézinc et du Mont, Ouais. et voilà, des volcans, d'avoir eu tout d'un coup, de manière inexplicable, une perte totale des commandes de leur appareil. Et avec une chute, il y a Stéphanie Odigier qui a cru que c'était fini sa vie, dire plus rien ne répondait, et à quelques dizaines de mètres du sol, elle a pu relancer l'appareil et est repartie. Et hop, elle s'est sauvée. Il y a le cas que citait tout à l'heure Cyril Tondu. Bon, lui, il a été 2 fois dans la tourmente. Alors, on a des témoignages de pilotes de ligne. L'interaction avec les boules, comme elle l'a dit tout à l'heure, Marine, sont peu nombreuses. Des témoins au sol. Bon, il y a le fameux crash du Halifax de novembre 43 qui est spectaculaire. Il est spectaculaire parce que, je ne sais pas si on en parlera un peu plus tout à l'heure, parce qu'il y a un survivant qui a décrit ces boules de lumière et qui a décrit leurs effets et qui pose vraiment de grandes questions ufologiques et philosophiques. Jean-Claude Boulet m'avait rapporté… Tu peux nous en parler aussi après ton commentaire, tu peux nous en parler aussi maintenant si tu veux. Oui, ben on va le faire, peut-être. Non, vas-y, tu racontes bien. Alors, ce bombardier était un bombardier qui avait une mission de ravitaillement de la résistance. En vol de nuit, il s'écrase. Un survivant qui, par chance pour lui, il y avait un journaliste à bord. Les Allemands ne vont pas chercher plus loin, ils vont croire que tout l'équipage est mort, les 7, mais en fait non. Lui a été projeté, c'était le mitrailleur arrière de queue. Et le rapport officiel ne va pas du tout être convaincant. Il va dire qu'en traversant la zone, ils ont été pris dans des feux de projecteurs de la Flak allemande et que faisant une embardée brutale, l'avion s'était écrasé. Le survivant va toujours dire que l'explication ne tient pas la route. Et on a la chance que les amis que je te citais tout à l'heure, un collègue instit de Saint-Agrève et sa femme, vont rencontrer ce survivant qui, tous les ans, venait se recueillir sur la tombe de ses camarades à Saint-Agrève, enfin, à côté à Marcol-Svezou. Et ils vont tomber dessus et du coup, ils vont le questionner. Et on a un témoignage extraordinaire de ce survivant, le sergent Broggs, qui va expliquer qu'à un moment donné, la température va monter dans l'appareil, il va chuter pour devenir glacial, et que des boules de lumière tournoyaient autour de l'avion, ce qui a été vu au sol, et les commandes ne répondaient plus. L'appareil va s'écraser, lui va être projeté, et il va dire avec émotion que les sphères en question tournoyaient autour de lui, mais avec douceur, comme pour lui tenir compagnie, quand il était au sol, avec la cheville cassée, pour lui dire tiens bon, on est là. Et il a utilisé cette expression. Il avait l'impression que ces sphères étaient dotées de conscience. Alors, est-ce que c'est les images de quelqu'un blessé suite à un accident, que c'est la création endogène de son esprit? Est-ce que c'est une réalité objective? Parce que quand même ces boules ont été vues au sol. Et sur la question de ces boules, il faut savoir qu'il y en a eu de nombreuses pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelait des Foo Fighters. Jean Mouret m'a rapporté un témoignage qu'il tenait d'un pilote de bombardier Lancaster qui revenait d'Allemagne. Les trappes étaient ouvertes et une de ces boules va s'approcher de son avion, va en faire le tour. On a une vidéo du Concorde où on voit en live une de ces boules qui fait le tour et qui compte après la dernière. Et là, cette boule est rentrée par la trappe, a fait le tour de l'intérieur du Halifax, puis est ressortie et repartie par là où elle venait. Alors, parfois, on évoque sur ces phénomènes, notamment les rationalistes, les zététiciens parlent de feu de Saint-Elme ou de foudre sphéroïde. C'est vrai. La foudre en boule ou de sphéroïde. Oui. La foudre en boule peut générer des phénomènes étonnants, très étonnants. On a rencontré des pilotes ou des navigateurs qui nous ont rapporté dans un Transal et dans un Nord Atlas une foudre sphéroïde qui sortait du tableau de bord, qui traversait tout l'appareil, qui sortait par la queue. Hein. Bon, ça existe, il faut le savoir. J'ai connu ça chez moi, en fait. Donc, chez mes grands-parents, donc je sais ce que c'est. Donc, ouais, c'est très impressionnant. Et c'est très impressionnant, très, très impressionnant. Mais là, c'est pas du tout pareil. Là,
c'est une boule d'énergie plasmatique, possiblement, qui se comporte comme si c'était soit habité, soit piloté à distance. Par une conscience. Par une conscience, oui. Oui. Alors Donc, justement, voilà. ces questions, est-ce que ces objets, enfin, dans votre enquête, semblent manifester justement une sorte d'intelligence et au mieux une sorte d'attentionnalité, alors qu'il vient de nous répondre, je pense, de façon rétroactive. Alors, ce qui nous paraît évident maintenant au terme de notre enquête, c'est que ces manifestations ne sont pas agressives. Elles ne sont pas là pour faire tomber les avions. S'il y a des accidents, c'est lié à des concours de circonstances. Il y a un célèbre ministre des armées canadien qui en parle, on le cite dans notre livre, c'est Paul Heyer, et qui explique très clairement que on est visité, et c'est connu de tous les gouvernements, hein, parce que ça, c'est des choses qui étaient étouffées. Nous, on a rencontré 3 agents qui sont en retraite en Ardèche. 2 de la DGSE et un du MI6, qui est en retraite. Son père était impliqué dans les services secrets anglais au moment de la libération, et il a tous les titres. Et d'ailleurs, il a écrit un livre qui aborde ces sujets. Et donc, pour eux, la question des ovnis est un sujet classé confidentiel défense au plus haut niveau. Alors, apparemment, il semblerait que les choses bougent parce que les Américains lâchent du lest. Je pense qu'ils lâchent du lest parce qu'ils sont obligés. Avec Internet, avec la communication qui se multiplie partout, ils peuvent plus nier comme ils ont autant nié pendant des décennies. Donc maintenant, ils sont peut-être obligés de reconnaître. Mais je crains, personnellement, que ce que lâchent les Américains, notamment la CIA, le Pentagone, etc., soit pas forcément animé des meilleures intentions. Je crains que ce soit toujours dans une logique de manipulation des masses pour entretenir une forme de peur. Et moi, je peux me tromper, d'un point de vue spirituel, là je parle, je suis sorti de cette enquête, cette investigation qui est encore en cours, très rassuré. Contrairement aux propos qui se répandent dans des réseaux sociaux où il y a des reptiles, il y a des insectoïdes, il y a des créatures qui demandent à nous manger. Moi, ça me paraît surréaliste. Quand on a la technologie pour parcourir des années-lumière, on ne vient pas chaparder des morceaux de charbon, même si c'est de l'or, à des créatures peu évoluées que sont les terriens. Exactement, c'est totalement stupide. Oui. Je pense, si tu veux. Alors, tu parles des abduqués. On a essayé de rencontrer certains d'entre eux. Ils fuient. Ils fuient la médiatisation, notamment celle de l'affaire Juliana. Il y en a un autre qui est du côté de la Haute-Loire. Enfin, il y en a 3. Par contre, on a rencontré, ça n'est pas un abduqué, c'est Robert Lortal. Comment on l'appelle, lui? Parce que lui était consentant. Il n'a pas été kidnappé. Robert Lortal. Et ce qui est très étonnant dans le cas de Robert Lortal, c'est que c'est un fils de fermier qui habitait une ferme qui va devenir un camping à la ferme, que le vaisseau qu'il va décrire, qui était visité par des boules de lumière, qui réintégrait ce vaisseau a la même forme que celui qui a vu ton grand-père. C'est très curieux. Pareil, à la ferme, camping à la ferme, pareil. Pareil. Et alors, lui, moi, ce qui va m'impressionner à son contact, parce que lui, il décrit quelque chose qui n'est hélas accessible que dans un ouvrage introuvable qui s'appelle OVNI France. Et toute son histoire est racontée avec détail. Et ce qui va m'impressionner à son contact, c'est qu'il va être au contact de ces êtres et il va en sortir profondément transformé. C'est-à-dire qu'il va devenir prof de yoga, il va être aide-soignant, il va laisser tomber le métier de fermier, il va il va avoir un régime alimentaire, il va changer du tout au tout dans son quotidien et va devenir très spirituel, avec même des facultés. Bien sûr, exactement. Et ça, c'est très marquant sur les rencontres rapprochées. On pourrait dire que, en fait, lorsque tu vis ce genre de choses, et moi je l'ai connu parce que bon, je suis témoin du phénomène aussi. Moi, j'ai été très longtemps fonctionnaire d'État, en fait, donc dans le domaine de l'intervention, dans les prisons, dans la formation pour le combat, pour ce qu'on appelle les techniques d'intervention des monotages, enfin, ce genre de choses. Et à un moment, je ne pouvais plus parce que, bon, face au phénomène, il m'a fait comprendre que c'était pas forcément la bonne optique que je devais adopter dans ma vie. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai changé
tout à fait d'orientation et que tu fais ça maintenant, de métier. Mais tu fais ce que tu aimes et qu'il y a un message aussi à diffuser. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec vous, d'ailleurs, en ce moment même. Voilà, quoi. C'est juste l'aparté personnelle sur le truc, quoi. Donc, voilà, quoi. Alors, vous parlez de R3 et R4. Alors, comment vous avez traité ce genre de... Alors, j'ai vu que dans le livre, vous êtes vraiment des gens qui sont très rigoureux, enfin, très ouverts aussi. Vous avez fait appel à des médiums, à des témoins, des scientifiques. Et alors, s'il y a des gens qui nous écoutent dans le domaine de l'ufologie, je veux leur dire, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. C'est comme ça qu'il faut investiguer le phénomène parce que il y a une telle ouverture dans vos travaux qui est quand même, pour moi, assez incroyable. Ou alors, ça vous démarque d'autres investigateurs. Je pense que c'est très important. Alors, comment vous avez fait face à ces gens qui prétendaient avoir vu des rencontres rapprochées en lien avec le triangle de la Burle? Ben, en fait, on ne fait pas de distinction entre les témoins, c'est soit des rencontres approchées ou des objets lointains. Pour nous, voilà, hein, le témoin, on est là pour l'écouter, pour prendre en considération sérieusement ce qu'il nous raconte, avec une ouverture d'esprit. Et voilà, après qu'il soit, pour moi, hein, qu'il soit homme politique, qu'il ait un métier haut placé ou pas, pour moi, c'est la même chose. Il est autant Exactement. important pour moi de recueillir son témoignage. Il a autant d'importance. Voilà. Sinon, comme disait Pierre-Antoine, les personnes qui ont fait des rencontres rapprochées du quatrième type, on n'a pas réussi à les approcher. C'est compliqué pour plusieurs raisons. Voilà. Ils ont peut-être eu des mauvais retours, peut-être. On peut comprendre. Je ne sais pas. On peut comprendre. Oui, moi, j'ai découvert ce milieu des ufologues. Oui. Heureusement qu'il y a Marilyn pour me le rendre plus sympathique. Il y a de très belles personnalités. Grâce à Marilyn, j'ai fait la connaissance d'Éric Zurcher, par exemple, qui est quelqu'un de sérieux et de compétent. Notre ami Eric. Il y en a d'autres qui le sont. Mais enfin, il y a aussi pas mal d'allumés, de farfelus, de manipulateurs, de personnes qui sont surtout centrées sur leur nombril. Hein. C'est des questions d'ego. C'est leur ego avant tout. Parler des l'argent aussi. L'argent, c'est important. On ne va pas se le nier, quoi. Après, il faut faire le distinguo entre l'ufologie et le milieu ufologique. Ce n'est pas du tout la même chose. Exactement. Je pense que, Marilyn, tu vas très bien cerner la problématique. Oui. Voilà, exactement. Alors, moi, ce que je peux ajouter sur ces questions, c'est qu'on s'est bien complété sur ce plan-là. Moi, je suis, je l'ai dit tout à l'heure, plus philosophe qu'autre chose, mais enquêteur avec des questionnements. Et je suis fan, entre autres, hein, d'Emmanuel Kant, pas que, mais j'aime beaucoup Kant, le Kant de la fin de sa vie, et la vision qu'il pose sur la raison. Quand Emmanuel Kant dit « la raison n'est pas une demeure », autrement dit, pas une architecture, autrement dit, pas quelque chose de rigide, quelque chose qui peut être évolutif, quelque chose qui est souple, quelque chose qui n'est pas une fois pour toutes arrêté. Quand il définit l'intelligence comme étant la capacité d'un individu à assumer des incertitudes. On mesure le degré d'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il peut supporter. Ça, moi, ça me relie, tu vois, par exemple, à Krishnamurti, comment l'éveil de l'intelligence, se libérer du connu. Ce qui est important dans notre démarche d'investigation, c'est de ne pas s'arc-bouter à des convictions transmises par notre éducation ou l'université ou que sais-je, ou des préjugés véhiculés par les médias, mais d'être toujours dans un doute constructif et un doute qui ouvre les portes et les volets, les fenêtres au champ des possibles. Et dans ce domaine-là, j'avoue que je m'en suis encore rendu compte quand on était avec ce groupe-là de chercheurs à Beaumont, on peut avoir des discussions passionnantes sur l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une chance ou un danger? L'énergie libre, est-ce que l'énergie libre, les extraterrestres, est-ce qu'en prendre conscience, c'est une chance ou un danger? Enfin, vous voyez, bon, tout ça, c'est passionnant. Oui. Philosophiquement. Ça doit se faire que puisse connaître, que m'est-il permis d'espérer? C'est les trois questions que se posait Emmanuel Kant.
Et ça, on pourrait en revenir, mais bon, dans notre cercle d'émission, peut-être aussi avec mon ami Philippe Solal. Alors, bon, Avec grand alors, plaisir. votre travail à vous deux, il est vraiment très méthodique, hein, on va dire, très précieux, très ouvert. Alors, on parlait d'Internet, de la sphère de l'ufologie contemporaine, des clics, putaclic, les trucs qui sont reliés sans vraiment vérifier des informations. Alors, quelles précautions vous avez prises tous les deux face à un sujet aussi sensible? Bah, nous, on a tout Bonne vérifié. question. On a remonté toutes les sources d'informations disponibles. On a tout vérifié. On a contre-enquêté. On a trouvé des méprises, hein, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Et puis, on s'est aperçu que sur Internet et dans les livres, il y avait beaucoup de choses fausses qui étaient véhiculées, qui étaient redites et redites et redites. C'est Même une catastrophe. complètement farfelu. On te décrit des avions de chasse poursuivis par des boules roses et qui s'écrasent la teste de bûche. C'est quand même écrit, hein, ça. La teste de bûche, c'est à côté de Bordeaux. La burle est bien gigantesque. Hein. Il y en a même dans le triangle des Bermudes aussi. Oui, oui, aussi. Après, oui. Non, mais j'avais vu un avion qui s'est concerné que le triangle des Bermudes, qui s'est retrouvé au triangle de la Burle par la burle, la magie oui. de. Ouais, bon, bref. Donc, nous, de toute façon, c'est simple. On a une information, on la collecte, on vérifie, on corrobore. Est-ce qu'il y a d'autres sources? Le premier acte de toute démarche sérieuse, c'est de donner des références. Quand vous avez un site web ou un ouvrage, un magazine, un article, encore plus un livre, où il n'y a pas une seule source, même pas une bibliographie, aucune référence, c'est du copier-coller d'Internet, point barre, c'est tout. Exactement. Ça, c'est ou alors, ou alors j'ai des sources qui m'ont dit que c'était vrai. Alors, des sources qui sont dans le renseignement militaire américain. C'est vraiment très vrai parce que bon, le renseignement américain, il a que la vocation de te dire la vérité, tu vois, mais ça, c'est connu. Ça, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est autre chose. Ouais. Là, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un te dit ça, mais que tu vois que par ailleurs, il donne plein de choses sourcées, tu as plus envie de l'écouter. Tu vois Ouais. que si quelqu'un te dit, je ne peux pas te dire, c'est un secret, j'ai pas le droit de vous dire, on en a croisé des comme ça, hein, sur le Puy-en-Velay, voilà, je peux pas vous dire, mais je sais que, bon, ok, bon, écoute, ciao. Ne dis rien. Ne dis rien, hein, bon. Mais quand même, parce que vous deux, vous faites référence par exemple, à Edgar Morin, que j'aime beaucoup, à Thomas Kuhn. Est-ce qu'il y a est-ce que les ovnis, par exemple, obligent justement la science à changer de paradigme, selon vous? C'est évident. C'est tellement évident que c'est pour ça que beaucoup de scientifiques détournent le regard. Cacher ce sein que je ne saurais voir, pour citer Molière. Donc, non, c'est évident que ça remet en cause. Pourquoi donc ils en ont fait un tabou, un omerta, un sujet absolument confidentiel de défense? Ça remet en cause tout. Ça remet en cause d'abord l'armée. Ils ne sont pas fichus de nous protéger, hein, parce qu'ils viennent chez nous comme ils veulent. Hein. L'armée, bon. Nos politiques, ils nous mentent, ils nous racontent des cracks. On ne peut pas avoir confiance dans les politiques. Nos scientifiques, les scientifiques, attendez, vous dites que c'est pas possible d'aller plus loin que Mars. S'ils viennent de loin, c'est que votre théorie, votre physique est dépassée. Elle n'est pas à l'aune de toute chose. Ça remet même en cause la religion. Les religions monothéistes, ils n'ont pas dit qu'il y avait plein de planètes avec plein de créatures différentes qui pourraient bien nous visiter. Ça remet en livre les livres sacrés. Bon. Et puis la philosophie même. La philosophie. Quand tu vois un BHL qui te dit que toute la philosophie t'a repensé après la Shoah, il n'a pas tort d'un certain point de vue. Enfin bon, la prise de conscience qu'on n'est réellement pas seul dans l'univers, c'est plus qu'une révolution copernicienne. Hein. Ah oui, à côté, c'est pas grand-chose de savoir que le Soleil ne tourne plus autour de la Terre, mais le centre de l'univers, c'est pas grand-chose en termes de géocentrisme. Oui. C'est énorme les conséquences pour les scientifiques. Il y a plein de scientifiques, moi j'en ai côtoyé pas mal, que j'ai essayé de discuter, même je vais les faire chier à la fin, et dire tu m'agaces, et puis ils perdaient patience, parce qu'ils ne savaient pas répondre, ils étaient coincés. Oui, ils sont dans la croyance. On citait tout à l'heure Emmanuel Kant. Tu sais, Kant ni les 3 âges de la raison. Le premier âge, on pourrait dire celui de l'école maternelle, c'est l'enfance, c'est le dogmatisme. De la pensée. Dogmatisme. C'est-à-dire, bon, c'est comme ça. Alors, dogmatisme religieux, dogmatisme scientifique, tout ce que tu veux, dogmatisme médiatique. Bon. Le deuxième âge qu'on pourrait identifier à l'adolescence, c'est le scepticisme.
De toute façon, on ne peut pas savoir, on ne saura jamais. Ouais, bah, à quoi bon, tu On vois. y est. Et le troisième âge, l'âge de la maturité, c'est l'âge du doute constructif, l'ouverture au champ des possibles, où on gobe pas, mais on ferme pas ses portes. Sans croire en tout, on est fermé à rien. Alors ça oblige à un inconfort intellectuel, mais bienheureuse insécurité, comme l'a écrit certains. Évidemment, pour être prêt à ça, il faut lâcher prise avec son besoin de certitude. Et ça, c'est une démarche Exactement. spirituelle, profondément spirituelle. Exactement. Et puis bon, alors dans la première partie du bouquin que j'ai lu et relu, vous parlez justement du fait d'aller contre ces légendes urbaines, contre ces copier-coller qu'on trouve sur Internet, etc. Et bon, est-ce que vous avez dû quand même être assez, enfin, on va parler entre nous, hein, assez attaqué par rapport à ça, par rapport au milieu ufologique? Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à votre démarche qui ont été Bon, plutôt pas forcément positives, on va dire? déjà, déjà, le sujet, il est borderline. Il y a un énorme brouillage humain. Le phénomène se nie lui-même, d'ailleurs, dans certains cas, à croire que c'est fait exprès. Alors voilà, il est primordial de faire des vérifications sur tout ce qu'on a, déjà, toutes les informations, les vérifier. Et bien sûr on est critiqué. Alors souvent, c'est par derrière, mais comme on t'a dit, c'est des questions d'ego, de jalousie. C'est rarement en face. Ouais. Tu vois, on a parlé tout à l'heure des zététiciens. On a donné une conférence au Benin. Il y a une personne des Arts des Choix de Paris qui avait fait un article qui démontrait la thèse du triangle de la Burle. On en parle dans notre livre. Et il se Oui, trouve je que sais. cet auteur de cet article était dans la salle. Je me suis dit, waouh, super, il est là. On va pouvoir avoir un échange entre esprits éveillés, intelligents, cultivés. Eh ben, on est resté. La conférence a duré 1h30, 2 heures avec les questions-réponses. Il est parti discrètement, pas levé le doigt, pas ouvert la bouche. Donc, moi, si tu veux, les zététiciens et rationalistes, qui sont pour moi dans la croyance, hein, c'est tout. Ils n'osent pas assumer qu'ils sont dans une forme de croyance. C'est dommage pour eux, parce qu'ils seraient un peu plus intelligents s'ils étaient humbles. Donc, quand j'ai vu le comportement de ces personnes qui nous critiquent par derrière, et qui, quand ils sont en face de nous, se débinent, je ne te parle pas dans les salons du livre où je croise certains auteurs Oui, qui, je d'accord, sais, oui. disent des choses, mais qui à peine nous disent bonjour. Alors qu'on pourrait discuter. Je veux dire, moi j'ai écrit sur la bête Gévaudan, mais je vais dans des salons du livre où on n'est pas du même avis. Je discute avec Bernard Soulier, je discute avec plein d'autres personnes, et de manière cordiale et intelligente, comme des scientifiques qui parlent de sujets qui les passionnent. Bon, Euh, bien sûr. Difficile avec l'ufologie. C'est difficile parce que certains, pas tous heureusement, certains ont un lien affectif avec le sujet. Et ça part dans l'irrationnel. Et puis ils croient détenir la vérité et il n'y a qu'eux qui ont raison. Après, on a Oui, été critiqués, mais on a été aussi menacés. C'est toujours des amis qui vous veulent du bien. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est des petites intimidations. Mais On bon, nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas sortir notre livre, par exemple. Notre éditeur de départ, qui était à l'origine de notre démarche, nous a lâchés 6 mois avant, en disant non, je ne fais pas le livre, c'est pas prudent. Bon. Après, des personnes se sont mis à nous faire des tas d'allusions. On a eu un concours de circonstances un peu bizarre, moi, à la sortie d'une école, avec un drôle d'individu. une sorte de man in black. Ouais, bon, enfin, moi, j'ignore tout ça. J'ignore, je m'en fous. Oui, puis de toute façon, on était décidé à le sortir et quoi qu'il se passe, on l'aurait sorti de Absolument. toute manière, coûte que coûte. Ouais. Et alors, on va. ce qui est marrant, c'est le maison d'édition, on va rappeler, c'est Matt. Ah oui, Homme. c'est ça. Ça, c'est Homme. le nom de la collection d'une maison d'édition, ça sera mieux précisé sur le volume 2, qui s'appelle Saint-Merlin. Saint-Merlin, c'est une maison d'édition associative qui aide des auteurs comme Marilyn, comme moi, comme plein d'autres, à sortir leurs livres sur Internet, en format papier, en auto-édition, et de ne pas tomber dans l'escarcelle de toute la distribution mainstream qui laisse que quelques miettes, clopinettes, et où on n'a aucun contrôle. Là, on a contrôle de tout, de toute la chaîne, du début jusqu'à la fin des ventes. Alors, moi, Et je peux te dire que moi qui ai fait 4 maisons d'édition, c'est le nec plus ultra pour moi en tout cas. moi, ce qui m'a marqué par rapport à ça, c'est que déjà, rien que le nom de l'édition Maat, c'est l'équilibre, c'est la justice chez les anciens égyptiens. C'est Ouais, très symbolique, hein, je l'ai choisi pour rien. exactement. Et puis moi, ça m'a tout de suite parlé. Dès que j'ai vu le livre Maat, Homme,
Home. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, bien sûr. Et cette qualité aussi des images qu'on peut retrouver dans le livre, alors j'invite tout le monde à se les procurer d'urgence d'ailleurs, hein. Et surtout, la version, enfin le complément qui est dans les statistiques, qui parleront beaucoup plus à moi ou à des chercheurs qui, comme moi, cherchent véritablement à aller au cœur du sujet. Pour moi, ça a été vraiment un travail qui était monumental, quoi. C'était vraiment. Et un grand C'est merci à très. Nicolas. Parce qu'on est dans ce travail, on n'est pas tout seul. Nous, on écrit, on Je sais. publie, mais on est aidé par des dizaines de personnes et on les remercie infiniment. Sans elles, ce travail n'aurait pas vu le jour, en tout cas pas de cette manière-là. Donc, merci. Et Denis juste... Alain est un ufologue de terrain qui a été témoin de beaucoup de choses et qui a une démarche très rationnelle et très scientifique. Et il faut lui rendre hommage parce que je pense que ce livre n'aurait pas eu cette teneur, cette saveur sans sa collaboration. Il est très humble. En plus. La marque des vrais. La marque des vrais. Alors, pour moi, ce sera vraiment un ouvrage que je conseille vraiment intimement, qui me parle aussi beaucoup, parce que par rapport à la démarche de UAP Investigation, pour parler en anglais, hein, mon accent pas très, voilà. Mais bon, c'est vraiment, pour moi, c'est un exemple à la fois de compétences, de courage, de relations entre les gens, de partenariat dans tous les domaines. Et pour moi, c'est vraiment une marque d'encouragement dans l'étude du phénomène. Alors, ce qui m'a aussi intéressé beaucoup, c'était tout cet aspect de l'aéronautique, parce que j'adore aussi, moi, l'aéronautique, Antoine. J'aime aussi tout ce qui est lié au phénomène, bien sûr, parce que je travaille actuellement dessus. Alors, moi, j'aimerais savoir en quelle mesure ça vous a aussi appris sur vous, sur la réalité, sur. Moi, déjà, ça m'a montré que je ne savais rien, que la réalité est bien loin d'être celle que l'on croit. Et puis, ça m'a ouvert aux autres. Et à moi-même, voilà, j'ai appris beaucoup sur moi-même aussi. Et ça a été vraiment positif et bénéfique pour moi. Et je peux dire que certains sujets mystérieux m'ont amené à lâcher prise avec certains a priori. Ça m'a amené à m'ouvrir à une forme de spiritualité laïque aussi. Bien sûr, ça c'est très important aussi. Et donc, à mon avis, ça a dû aussi résonner avec ton expérience avec ton grand-père, cette reliance par rapport à tes origines, par rapport à cette expérience très profonde. Et donc, pour moi, c'est pas pour rien que tu as fait ce genre d'investigation. Et que toi aussi, Antoine, chez toi aussi, ça a dû remonter pas mal de choses aussi. Je veux dire, juste une précision par rapport à ce que dit Marilyn, c'est qu'il y a 2 ans, 1 an et demi, elle a retrouvé dans le grenier une lettre de son grand-père qu'elle n'avait jamais lue. Je l'ai aussi, je l'ai en photo. Je vais la partager sur l'article. C'en est une autre. Ouais. Et dans cette lettre, il s'interroge sur ce qu'il a vécu, qui l'a marqué fond dans son âme, et où il dit peut-être que Marilyn pourra-t-elle plus tard explorer et trouver des réponses. Et elle a eu cette lettre il y a quoi, 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi. On était en train d'écrire le livre à 2. C'est merveilleux. Regarde ce que mon père m'a donné. Et son père avait retrouvé ça dans le grenier. Elle ne l'avait jamais lu. C'est comme si c'était un témoignage d'outre-tombe, quoi. Tu vois, un flux envoyé depuis l'au-delà, quoi. En disant ma petite fille, je suis fier de toi. Continue parce que grâce à toi, la vérité peut-être surgira. Alors, pour répondre à ce que concerne, moi, ça m'a réconcilié avec le sujet. Parce que jusqu'alors, tu ne m'aurais pas vu acheter un bouquin sur les ovnis. Bon, Jean-Claude Bourret, ok, bon. Comme moi, c'est pareil. Moi, sur le bouddhisme, l'hindouisme, la réincarnation, puisque j'ai fait des lyings, des régressions dans les vies antérieures avec Denise Desjardins. Donc, je me suis toujours posé des questions dans le doute, parce que rien ne dit que j'ai été ce que je crois avoir été. J'ai des mémoires en moi, mais ces mémoires peuvent appartenir à un autre et me programmer à l'insu de mon plein gré. Donc, il y a plusieurs lectures possibles du phénomène. Donc, j'étais plutôt là-dessus, tu vois, pas du tout sur les extraterrestres et les soucoupes volantes. Et puis, cette commande qui après s'est retirée, j'oublie de dire que Jean-Claude Bourret, quand je lui en ai parlé, s'était moqué de moi. Il m'a dit, ouais, mais non, j'y crois pas. Une fois, j'étais à un salon du livre, j'ai vu ce qui s'est écrit là-dessus, j'y crois pas. Bon, et puis au final, il a rendu le plus bel hommage quand il a vu notre travail à travers sa préface.
qui est extraordinaire. Donc ça a été pour moi, personnellement, une fierté d'avoir réussi à le convaincre. Et pour Marilyn aussi, qui l'avait côtoyé, croisé il y a un certain nombre d'années. Alors moi, sur le plan spirituel, là, ce que je veux juste dire, c'est que je pense que cette question, elle surgit pas par hasard dans l'espace de la conscience humaine. Et Exactement. que ça va amener une évolution intérieure. Et que le débat qui est actuellement dans le monde de l'ufologie, où il y a les petits gris, il y a les grands blancs ou les méchants blancs, où attention, on est menacé, ils vont venir nous chaparder nos grains de riz, tout ça, c'est de l'écume. Et que la vraie profonde réalité de ce qui se passe actuellement, c'est un changement de conscience planétaire qui va nous ouvrir à de nouveaux horizons. Ça, maintenant, j'en suis intimement convaincu. Ce qui fait que j'ai plaisir à me retrouver dans des colloques d'ufologie où on a affaire à des gens qui ne sont pas dans tol et boulon, quoi. Tu vois, les sous-coups, c'est des tol et boulons. Non, mais ils peuvent être des tol et boulons, mais ils ne sont pas que ça. Et ça paraît logique quand ils réfléchissent. S'ils ont des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années d'avance sur nous, qui n'est pas quelque chose à l'échelle de l'univers, eh bien, ils ont un développement technologique, ils ont un développement intellectuel, ils ont un développement qu'on peut supposer de pair sociétal, politique, etc. C'est des gens bien élevés, ils viennent pas se jeter sur nous pour nous dévorer. Donc, cultiver des réflexions sur une communication avec eux, c'est nous amener, je pense, à grandir. D'accord. Donc peut-être qu'ils sont peut-être même eux-mêmes à l'origine de notre apparition sur Terre. Va savoir. Alors, il y a aussi des théories qui disent que, en fait, peut-être que ce phénomène, il vient forcément de. Attends, j'ai un petit problème. Hop, attends, je l'ai un petit peu figé. C'est bon? Allô, allô? Attends. Oui, allô. Oui, on est là, nous. C'est bon? Oui. Oui, d'accord. Donc, alors oui, c'est un petit peu coupé. Alors, disons que ce que tu viens de dire, c'est vraiment très intéressant. Et imaginons, enfin, dans ce que tu as dit au début de l'émission, peut-être que ça vient c'est nous, dans le futur, dans le passé, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aussi nous dire? Comment? On ne sait pas si c'est endogène, exogène, endo-exogène. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais Si ça venait véritablement de nous-mêmes, oui. des profondeurs de notre âme, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait envie de nous dire actuellement sur nous-mêmes, sur ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aurait fait la même chose? C'est peut-être une question aussi fondamentale, Antoine, c'est à toi que je te pose cette question-là. Moi, si tu veux, je pense que tout est un et que on oppose des choses dans un dualisme très français. Hein. On est tous des cartésiens plus ou moins issus par la pensée de Descartes. Et le dualisme, pour moi, je ne suis pas dualiste. Je pense que tout est un, tout est eau, que ce soit de la glace, de la vapeur ou de l'eau. Et donc, opposer la matière et l'esprit, le corps et l'âme, ça n'a pas de sens. Donc, quand tu es dans ce point de vue-là, c'est déstabilisant pour ceux qui ont une pensée manichéenne. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils disent, mais non, c'est pas possible, mais non, si ça vient de l'esprit, mais non, c'est extérieur à nous. Donc, je pense qu'il faudrait refaire une émission, là, si tu veux. Hein. Moi, je pense que ça, c'est du même endroit. Et moi, c'est vraiment ce que me montre le phénomène. Et puis, j'arrête de cloisonner tout. Voilà, l'ufologie, l'opposé, le reste. Voilà, il faut voir au-delà de ça, plus haut. Et voilà, on vient tous du même endroit. Alors, ce qui m'a marqué, c'est que vous avez vraiment fait un travail sérieux, à la fois très long. Aussi, ça a dû vous prendre aussi beaucoup de temps pour réunir toutes ces données-là. Et moi, ce que je peux voir, c'est que à travers un sujet qui est aussi, qu'on pense aussi éloigné du monde des humains, c'est aussi une expérience qui est vraiment, paradoxalement, très humaine, en fait, hein, qui réunit les gens, qui réunit les esprits. Et puis, c'est une sorte d'encouragement. Alors, moi, si je pense que le phénomène je sais que le phénomène existe, qu'il est là, qui nous enseigne aussi sur des choses par rapport aussi à nous-mêmes, je pense que cette expérience-là vous a vraiment aussi grandi tous les deux, d'une certaine façon.
Absolument. Alors, au colloque là, dont je te parlais tout à l'heure, il y a une question qui nous a été posée. Est-ce qu'on aimerait rencontrer un extraterrestre et communiquer avec lui? Toi, tu avais répondu. Avant, c'était le but de ma vie, mais plus Oui. maintenant. Alors, bon, moi, j'ai dit non parce que je me plais à ne pas être un témoin. J'ai jamais vu d'OVNI, hein, donc on peut pas dire j'ai eu l'illumination sur le chemin de Damas, non. Et parce que je ne l'ai pas vu, le fait d'en parler me donne de la crédibilité par rapport à tous les témoins qui m'en ont parlé, qui m'ont touché. Maintenant, je modérerai mon propos que j'avais tenu la semaine dernière. Je dirais, ah ouais, si j'aimerais bien en rencontrer un. Et je lui poserai une seule question. Est-ce que de là d'où vous venez, des galaxies possiblement habitées que vous connaissez, est-ce que vous ressentez ce que nous, on appelle l'amour? C'est la seule question que je leur poserai. Parce que Jean-Claude Bourret, par exemple, pense que le phénomène extraterrestre, c'est une gigantesque IA qui vient possiblement d'ailleurs et qui est en train de faire une intrusion en nous, nous manipuler, etc. Mais c'est une forme d'intelligence artificielle. Moi, je pense, comme Philippe Guillemant, que l'expression intelligence artificielle est un oxymore. Soit c'est de l'intelligence, à ce moment-là, c'est l'intelligence au sens de Krishnamurti, soit c'est artificiel, c'est du data, c'est de la donnée. Voilà. Et donc, par contre, l'amour est quelque chose qui échappe à ça, qui est irrationnel, qui dépasse tout ça. Et ça, c'est une question que j'aimerais poser à un alien, dire, vous là-bas, est-ce que vous ressentez l'amour comme nous, on peut le ressentir? Ça, c'est une vraie question. Alors peut-être que l'alien que je suis te répondrait que tu n'es pas une goutte dans l'océan, mais un océan dans une goutte de l'amour. Voilà quoi, voilà. Ce qui remet en question beaucoup de choses. Hein. On est d'accord. La question est de savoir si les aliens, les extraterrestres, ont conscience de cet océan, accèdent à cet océan. C'est la vraie question. Moi, je pense que oui, hein. Mais peut-être pas tous. Peut-être pas tous. En tout cas, c'était vraiment une émission vraiment très riche. Et puis, alors moi, j'encourage les gens à lire ce livre, déjà de 1. Alors, pour les gens qui sont curieux par rapport au triangle de la Burle, déjà de lire le livre dans un premier temps. Et pour ceux qui sont comme moi, comme toi, comme Marilyn, comme oui, qui ont vraiment envie d'explorer le sujet, de lire justement cette complément de statistiques. Alors, néanmoins, enfin, plus particulièrement les gens qui sont comme tu disais juste avant, qui sont eux enfermés dans le paradigme de la technologie, de la science, etc., de lire ça. Voilà, quoi. Mais ils pourront voir qu'au-delà des données, il y a quelque chose qui persiste. Qu'est-ce qui persiste, c'est aussi notre volonté de savoir, mais aussi un truc qu'on ne pourra jamais savoir, c'est-à-dire qui fait appel à quelque chose qui vient de plus profond de nous. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, en tout cas, merci de ton invitation. Merci, Johan. C'est normal. Écoute, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Et puis, de dire que dans le domaine de l'ufologie, il n'y a pas forcément des gens qui sont farfelus ou des gens qui sont absolument croyants ou non croyants ou alors qui ont des choses à en tirer de ce genre de phénomène. Mais il y a des gens comme vous qui sont tellement sincères, qui sont animés par une volonté de connaître, une volonté de transmettre aussi une expérience par rapport à toi, Marilyn, celle de ton grand-père aussi. Et que, alors, on pourra retrouver votre livre en décembre, peut-être à la fin d'année, le dossier numéro 2, qui est par rapport aux ovnis, c'est ça? On y travaille. Et le volume 1, donc, c'est les crashs d'ovnis. Alors, les ovnis vus sous l'angle des crashs. Hein, on en parle un petit peu, bien sûr. On parle. D'accord, donc ce livre, il est assez extraordinaire parce qu'en fait, il est en format 24, je pense. Format 4. Ouais. Un gros format. Avec vraiment plein d'illustrations. Plein d'illustrations, plein de sourcés, voilà. Donc nous, on va dans l'article qui va sortir sur Substack, je vais avoir des photos à vous partager. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de les partager sur le site? Oui, toutes. Bien sûr. D'accord. Donc je vous encourage. Moi, je suis pareil ici.
partisan de dénoncer la propriété intellectuelle, parce que toute forme de propriété est un vol, et les idées qu'on croit être les nôtres ne nous appartiennent pas, elles nous visitent, elles viennent d'ailleurs, elles transitent en nous, et quand on veut capter, érasser, ben, on n'est pas dans une logique d'accord avec l'univers. C'est comme sous mes articles sont pareils, ils sont sous une loi de propriété qui est. Enfin, j'ai pas envie d'en faire un commerce, donc tout le monde peut reprendre mes propos à condition d'en faire référence. Donc, Voilà, voilà, c'est tout. exactement. Voilà. Il faut que Bon, tu en tout cas, saches merci à vous deux. Oui, toutes les photos sont des photographes amateurs qui nous ont donné les droits. Et on dit non, non, allez-y, on soutient votre cause, c'est une belle cause, on ne demande rien. Donc on en est fiers de ça parce que c'est des photos magnifiques. c'est un travail d'équipe qui est quand même assez impressionnant aussi. C'est ça Hein. qui est Puis, moi, oui, c'est franchement, moi, j'adore votre démarche et puis j'ai vraiment eu un grand plaisir à présenter votre ouvrage, mais aussi à vous rencontrer ce soir, à partager des choses qui, à mon avis, vont beaucoup parler à pas mal d'auditeurs ou d'auditrices. Donc, c'était pour moi un véritable plaisir de vous recevoir aussi ce soir, enfin aujourd'hui, pour cette émission, les amis. Et puis, je suis persuadé qu'on va plus tard collaborer pour d'autres projets. Et puis, on se dit à bientôt. Enfin, pour nos auditeurs et nos auditrices. Après, nous, on va un petit peu débriefer tout ça. Alors, on vous avoue qu'on va en parler un petit peu de ça hors ligne. Mais bon, voilà quoi. Je vous remercie en tout cas à ceux qui me Avec plaisir. soutiennent, ceux qui sont là aussi pour avoir une autre vision enfin, du phénomène et puis qui sont vraiment, enfin, qui ont cette ouverture d'esprit de faire la démarche de nous écouter. Voilà. À bientôt. Merci à tous. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ouais, salut les amis, et puis à bientôt à vous. Super.